Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public. Mais laissez-moi d'abord vous rappeler que la période vous permet de nous financer et d'avoir une contribution défiscalisée pour vos revenus de 2025 et que nous comptons absolument sur votre soutien matériel. Il vous suffit d'aller sur notre site et de cliquer sur le lien qui correspond à notre financement. Et maintenant, nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne Blick.fr. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Pourquoi aimons-nous tant acheter ?» et il est chapeauté ainsi. De retour ce vendredi 28 novembre, le Black Friday marquera une nouvelle fois le début de la saison des achats de Noël. Entre plaisir et addiction, comment penser nos frénésies cycliques de consommation et comment consommer sans se consumer ? Loin des clichés et des raccourcis, ce numéro du 1 propose quelques clés pour reprendre le contrôle et propose des achats vraiment responsables et à la culture des services et du partage. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu dimanche prochain, le 7 décembre. Vous pouvez bien sûr vous y inscrire dès maintenant. Et mercredi, nous mettrons en ligne le dernier épisode de nos conversations avec François Aimé, délégué général du Festival international du film d'histoire, qui vient de se tenir avec succès à Pessac, en Gironde. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mardi. Je vous propose maintenant d'aborder le premier des deux sujets que nous avons retenus. Le redressement italien et le déclin français constituent-ils un parallèle en trompe-l'œil ? Alors que la France s'enfonce dans la dette, l'Italie redresse ses dépenses publiques. Le 2 octobre, le gouvernement d'union des droites de Giorgia Meloni a approuvé les dernières prévisions financières pour fin 2025. Le déficit serait ramené autour de 3% du PIB, ouvrant la porte à une sortie de la procédure pour déficit excessif engagée par la Commission européenne. L'Italie est devenue la 4e puissance exportatrice mondiale, se classant derrière l'Allemagne. Elle devance désormais la Corée du Sud. En 2004, elle était au 7e rang. Ces résultats ne doivent pas occulter une dette italienne restée à des niveaux très préoccupants, 140% du PIB. De plus, le redressement financier de l'Italie est facilité par les effets du plan de relance européen décidé durant la crise sanitaire de 2020-2022, plan particulièrement généreux pour Rome avec 194 milliards d'euros perçus. Le pays est le premier bénéficiaire du dispositif. Une dette souveraine qui n'a pas empêché le 19 septembre l'agence de notation Fitch d'en relever la note à 3B+, quelques jours après avoir abaissé celle de la France à A+, donnant l'impression que les courbes entre les deux pays étaient destinées à se croiser. Le redressement italien ne faisant que mettre en lumière, par contraste, l'affaiblissement des positions de la France. L'économie italienne conserve de grandes fragilités structurelles, notamment une productivité atone, une croissance en berne et une crise démographique qui ne cesse de s'aggraver, notamment avec le départ à l'étranger des Italiens diplômés. Le pays connaît une productivité du travail faible, estimée par l'OCDE à 65,60 € de l'heure en 2024, soit beaucoup moins que la France, 90,86 €. Deuxième puissance manufacturière d'Europe, l'Italie arrive seulement 14e dans le classement des pays membres les plus innovants en 2025, selon la Commission, tandis que le climat social se détériore. Le recul du chômage de 7,8% en 2022 à 6% en 2024 cache une augmentation du nombre de travailleurs pauvres et un temps partiel contraint qui frappe d'abord les femmes. Dans ces circonstances, le nombre de familles en situation de pauvreté absolue se maintient au-dessus de 8 millions, quand le taux de population à risque de pauvreté est de 23,1% en 2024. Une étude d'octobre 2024 menée par plusieurs universités analysant les données de la Banque centrale européenne
a mis en évidence le caractère profondément inégalitaire du système fiscal italien. Les principaux avantages fiscaux y seraient ainsi concentrés entre les mains des 7% les plus riches, dont le taux moyen d'imposition se révèle inférieur à celui des classes moyennes moins favorisées. En dépit de ces faiblesses, 39% des Italiens, selon le baromètre publié en février 2025 par le Centre de recherche politique de Sciences Po, déclarent faire confiance à la politique, contre 26% des Français. L'Italie, il est vrai, connaît depuis 3 ans, contrairement à la France, une stabilité gouvernementale inédite. Sur ces questions, Nicolas Bavrez. C'est vrai qu'aujourd'hui, après des décennies où la France et les Français ont regardé de haut l'Italie, qui était réputée être un pays sinistré, instable politiquement, gangréné par la mafia et avec une économie qui était une économie stagnante, les choses semblent s'être inversées. On a une forme de chassé-croisé. Donc, côté France, il est inutile d'y revenir trop longtemps, mais c'est vrai que c'est un moment assez tragique, avec à la fois un effondrement démographique, puisqu'on va avoir plus de décès que de naissances cette année dans notre pays, une stagnation économique, maintenant une crise financière qui est une lente agonie, mais avec un carcan des marchés qui se resserrent, et puis un système politique qui a longtemps été stable, mais qui aujourd'hui est devenu un facteur de risque supplémentaire, et par ailleurs un pays qui a perdu donc tout à fait son influence en Europe et dans le monde à cause de la perte de contrôle et des finances publiques et de l'ordre public. Côté italien, donc il y a 3 choses qui ont semblé montrer une forme d'inversion. Il y a d'abord, vous l'avez rappelé, le fait que, alors que la France ne cesse d'être dégradée pour la première fois depuis plus de 2 décennies, la note italienne a été réévaluée, y compris par Moody's. Le deuxième événement qui est significatif, c'est que maintenant, le PIB par habitant en Italie est supérieur au PIB par habitant, donc la richesse par habitant est supérieure en Italie, un peu au-delà de 40 000 euros. Et puis la dernière chose, qui frappe et qui éclate, c'est évidemment la stabilité politique. Donc, depuis que Madame Meloni est arrivée au pouvoir il y a 3 ans, sa coalition tient, est tout à fait stable. Elle a gagné les élections. Silvio Berlusconi est mort, Monsieur Salvini est largement neutralisé. Et même, on a vu avec le vote récent du Parlement européen sur la réforme des directives CRDS et CS3D que la politique de Meloni d'exporter l'union des droites au plan européen est en train de marquer des points. Donc, voilà ce contraste qui est extrêmement fort. Et c'est vrai que quand on regarde les résultats économiques de l'Italie, ils sont tout à fait bons. Donc, depuis la Covid, l'Italie a à peu près 4% de croissance contre 1,5% pour la France et 0,8% pour l'Allemagne. Le chômage a été réduit à 6% des actifs. Et comme on l'a dit, hors énergie, il y a un excédent de la balance commerciale de 104 milliards d'euros qui peut faire rêver chez nous. Derrière, je crois que c'est intéressant de voir aussi que, et c'est pour ça qu'il y a quand même une profondeur de ce renouveau italien, c'est que le capitalisme italien est en pleine forme, les patrons italiens sont mondialement recherchés, et par exemple, quand on prend Stellantis, c'est maintenant un groupe qui est géré uniquement par des dirigeants italiens. On sait que, y compris pour le luxe français, c'est maintenant Monsieur Luca De Meo qui dirige Kering. La consolidation bancaire européenne est en train de démarrer par l'Italie. Et enfin, on a de plus en plus de gens riches qui vont s'installer à Milan parce que, à la fois, l'environnement des affaires et la stabilité politique donnent un cadre positif. Et tout ceci se traduit incontestablement par une politique
internationale également très active, avec le positionnement de Mme Meloni, pas du tout un positionnement anti-européen, mais elle s'est installée comme un pont entre l'Union et puis l'administration Trump, puisqu'elle est proche de l'idéologie MAGA, entre l'Europe libérale et l'Europe illibérale, et même entre l'Europe et l'Afrique, puisque l'Italie a repris, y compris en Algérie, un certain nombre de positions qui étaient traditionnellement des positions françaises. Alors, voilà un peu le tableau. Je pense qu'il y a 3 limites que vous avez rappelées et qui sont importantes. Première limite, c'est que ça reste un pays qui a des problèmes structurels énormes. Et dans ces problèmes structurels, le plus grave, c'est la démographie. L'Italie a perdu 700 000 habitants. Il y a 2 millions de jeunes qui ont émigré parce que ils ne trouvaient pas d'emploi à la hauteur de leur qualification. Et donc, et derrière, la productivité, effectivement, stagne. Et on a le problème toujours entre le Nord et le Sud et les inégalités. La deuxième chose qu'il faut rappeler, et c'est là où Mme Meloni est tout à fait habile, c'est que ce renouveau a été possible grâce aux 194 milliards d'euros de subventions et de prêts de l'Union européenne. Et la troisième chose qui est la plus importante et qui, j'allais dire, et qui est directement, dont on doit tirer les leçons en France, c'est que cette amélioration spectaculaire de l'Italie est moins due à Mme Meloni, qui en réalité fait assez peu de réformes, qu'à 3 gouvernements techniques. Et c'est là où la classe politique italienne a eu l'intelligence, à chaque fois qu'elle a été dans un blocage, de remettre le destin du pays entre des personnalités indépendantes. Et ce sont elles qui ont redressé et sauvé l'Italie. Il y a d'abord eu, on l'oublie souvent, mais Romano Prodi de 2006 à 2007. Ensuite, il y a eu Mario Monti en 2012, au moment de la grande crise, et c'est lui qui a fait l'essentiel des réformes. Et puis enfin, Mario Monti, de 2021 à 2022, Mario Draghi, c'est tout à fait juste, qui a fait et qui a notamment mis en route le plan européen, et qui en fait continue à inspirer Mme Meloni. Donc, quels sont les enseignements pour aller très vite? C'est premièrement, enseignement positif, c'est un pays qui nous ressemble quand même beaucoup, y compris dans beaucoup de travers, c'est que le redressement est possible, mais que deuxièmement, le redressement prend beaucoup de temps et qu'il passe par des réformes qui sont des réformes de structure que pour l'instant, non seulement on est incapable de faire, mais qu'on est en train d'annuler ou d'inverser, voir ce qui se passe aujourd'hui sur la réforme des retraites. Marc-Olivier Padis. Oui, Nicolas a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je retiens, en revenant peut-être un peu sur des choses qui ont déjà été dites, d'abord la stabilité politique, c'est très important. Giorgia Meloni a été élue en octobre 2022. Elle n'a pas d'élection avant 27, donc, et elle est en situation de rester 5 ans au pouvoir, ce qui est tout à fait important dans le contexte italien, sachant que nous, on aura aussi des élections en 2027, mais que rien ne garantit que la Ve République retombe sur ses pieds après les élections présidentielle. Deuxièmement, parmi les atouts dont Nicolas a parlé, moi je suis très frappé par la puissance exportatrice de l'Italie, 4e pays exportateur avec un excédent commercial à faire pâlir. Et ce qui est intéressant dans cette puissance exportatrice, c'est qu'elle est appuyée sur des secteurs très variés. C'est beaucoup plus que l'Allemagne, par exemple. Donc, c'est la mode, le bois et l'ameublement, l'alimentaire, évidemment, mais aussi des choses plus techniques comme l'électromécanique, la sous-traitance, d'ailleurs pour une partie de l'industrie allemande. Et donc, ça donne une force. Et aussi un tissu industriel de PME familiale qui est très décentralisé en réseau. Ça a été souvent étudié par les économistes comme un exemple de résilience économique. Deuxième point, sur les faiblesses italiennes, il y a quand même 2 points importants et qui sont importants aussi pour la France parce que on se dirige vers des situations un peu comparables. D'abord, le niveau de la dette. Quand on a une dette aujourd'hui en 2025 de 136% du PIB, c'est très très difficile de baisser cette dette. Et on voit que l'Italie peine depuis des années, malgré ce qui a été dit sur les gouvernements techniques,
à revenir à des niveaux de dette inférieurs. Parce que quand on est monté à ce niveau-là, c'est très très difficile de redescendre et les Français doivent en retenir la leçon. Et la deuxième chose, c'est l'hiver démographique. Donc on l'a dit, la population italienne baisse. C'est-à-dire qu'il y avait 60 millions d'Italiens en 2010, ils sont plus que 59 millions en 2025. C'est 1 million en moins. Et c'est intéressant à observer parce que en économie, on est habitué à regarder toujours les chiffres qui augmentent. La population augmente et donc il y a des besoins de logement, des besoins de construction, d'infrastructures, d'éducation, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand la population diminue ? Et plusieurs pays européens sont confrontés à ce type de baisse. Et ce que je trouve intéressant dans ce contexte, c'est que en fait, la réduction de la population ne résout aucun problème de fond. Et c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire, on se dit, par exemple, j'avais regardé ça, par exemple, pour le logement. On se dit, s'il y a 1 million d'habitants en moins en Italie, il y a des logements libres et donc les jeunes, par exemple, doivent pouvoir se loger facilement. Et c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le nombre de jeunes qui restent chez leurs parents très tardivement reste plus élevé en Italie qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a des logements qui se libèrent, effectivement, mais ce n'est pas les bons logements, pas situés au bon endroit. C'est des appartements de familles nombreuses, trop grands, mal situés. Et donc, des jeunes ménages qui veulent travailler à Milan ou à Turin, en fait, ne trouvent pas. Et c'est pareil pour les opportunités économiques. On se dit, si les jeunes diplômés arrivent alors qu'ils doivent trouver des opportunités sur le marché du travail, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, parce que l'ensemble de l'économie, dans le fond, est étouffé par cette faiblesse démographique. Et donc, il faut aussi qu'on y pense, parce que en France, on commence, alors qu'on avait des bons chiffres de démographie, ça a baissé. Et donc, baisse démographique, ça veut dire moins de population active. Et il y a 3 moyens de compenser une baisse de la population active. D'abord, l'immigration, un solde migratoire positif. Or, c'est le contraire qui se passe en Italie. Il y a eu 200 000 sorties en 2024. L'autre manière de compenser une baisse de la population active, c'est l'augmentation de la participation au marché du travail. Mais le vieillissement de la population fait que ça ne marche pas. Et la troisième manière de compenser, ce serait des gains de productivité. Mais en Italie, ils sont faibles parce que justement, ce tissu industriel familial est peu innovant. Et donc, on se retrouve dans une situation où, en fait, la croissance italienne est, sur la longue durée, relativement faible. Nicolas a cité les chiffres depuis le Covid, mais si on prend sur 10 ans, on est à une croissance de 0,2% par an contre un peu plus d'1% en France, ce qui n'est déjà pas un score extraordinaire. Alors pourquoi est-ce qu'on discute de tout ce sujet ? C'est mon dernier point. C'est parce que le milieu des affaires français s'interroge sur est-ce qu'il y a un scénario Meloni pour la France ? C'est-à-dire ce qu'a dit Nicolas sur la fusion des droites. C'est-à-dire est-ce que ça marche la fusion des droites ? On voit que Meloni représente une extrême droite banalisée. Elle vient d'un parti post-fasciste et elle répond quand même aux besoins économiques du pays. Alors, en reniant complètement ses promesses de campagne. Elle avait dit que plus un étranger ne mettrait les pieds sur le sol italien. Et en fait, elle a pris un décret qui s'appelle Flussi, Decreto Flussi, qui fait venir 500 000 travailleurs immigrés pour l'agriculture et pour l'industrie. Mais le fait qu'elle renie complètement ses engagements de campagne ne semble pas préjudiciable pour elle. Et puis le deuxième point, c'est sa modération européenne. Alors évidemment, il fallait qu'elle récupère ces fameuses aides européennes, 194 milliards du plan de relance post-Covid, ça aide quand même. Et puis, elle s'entend bien avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. C'est elle que les Européens envoient pour amadouer Trump. Et donc, effectivement, ça dessine un scénario, mais qui ne serait pas celui de l'extrême droite française qui garde un programme très radical. Et je souligne juste un dernier point. Il y a eu cette semaine 2 revers électoraux de la majorité de Meloni dans des élections régionales en Ombrie et en Émilie-Romagne, où c'est le centre-gauche qui a gagné ces 2 régions importantes. François Bujon de l'Étang. Oui, l'essentiel a été dit par vous trois, et donc je vais faire comme les bulletins météo. Au fond, au lieu de me concentrer sur les chiffres et sur les faits, je vais parler du ressenti.
ce qu'on appelle le facteur 20 au Québec, comme vous le savez, qui modifie tout. Le ressenti, c'est que le redressement italien est très très spectaculaire au moment où, au contraire, personne en France ne parle plus d'autre chose que du déclin français qui, effectivement, crève les yeux. C'est très frappant. Quand on apprend un jour, à un clair matin de novembre, que l'Italie est devenue le 4e exportateur mondial, et qu'elle ne cède le terrain qu'à la Chine, aux États-Unis et à l'Allemagne, on est quand même très très impressionné au moment où nos performances de commerce extérieur sont pire en pire chaque année. C'est très spectaculaire. Le fait que les agences de notation aient rehaussé la note de l'Italie au moment où les mêmes agences baissaient la note de la France interpelle, comme on dit dans la novlangue. Et puis, d'autres choses nous frappent quand on regarde ce phénomène italien. On s'aperçoit que Mme Meloni fête son 3e anniversaire aux commandes comme président du Conseil, et cette stabilité ministérielle est tout à fait le contraire de l'idée que l'on avait de le fonctionnement des institutions italiennes. Et cela intervient aussi au moment où, du côté français, s'installe une instabilité qui rappelle la 4e République beaucoup plus que la pratique constante de la 5e. Alors, tout ceci est extrêmement impressionnant. Et en plus, quand on commence à regarder les choses de plus près, on s'aperçoit que cette remontée italienne, qui est effectivement très spectaculaire, s'appuie, alors Nicolas l'a dit au passage, sur une espèce de base politique qui a été établie d'abord par le point bas de 2011, où l'Italie n'était pas loin de la situation grecque, finalement, et où on pensait que le prochain à faire défaut serait l'Italie, qu'on comparait à l'Argentine. Enfin, vous vous souvenez, tout ça n'est quand même pas si vieux. Mais il y a eu aussi les gouvernements techniques, dont Nicolas a parlé, qui ont été très importants, parce qu'ils ont permis d'établir les bases sur lesquelles le redressement italien a pu se faire. Alors, vous avez parlé de Mario Monti et de Draghi, vous avez tout à fait raison. Il y en a un troisième que je vais associer à ça, parce qu'on ne le crédite pas assez, c'est l'ancien maire de Florence, Renzi, Matteo Renzi, parce que c'est lui qui a fait la réforme du marché du travail, la loi sur la réforme du marché du travail, qui a permis à l'Italie, les effets se faisant ressentir avec quelques années de retard, bien entendu, d'améliorer considérablement sa position en matière de chômage et de marché du travail. Donc tout ça, en réalité, et les fruits que recueille aujourd'hui Mme Meloni sont très largement le fruit des efforts faits par les gouvernements qui l'ont précédé. Et ce que l'on découvre, alors que Mme Meloni, c'était le néofascisme au pouvoir, c'était une nouveauté, on découvre une espèce de continuité dans la politique italienne, qui s'est établie entre l'époque, disons, Berlusconi, pour simplifier, c'est-à-dire une époque d'union des droites qui n'était pas si différente de celle établie par Mme Meloni, par-dessus des chaos sur la route qui ont été très bien surmontés. Donc ça, c'est ce qui nous frappe. Alors nous nous rassurons en disant des choses comme Philippe les a rappelées au passage, c'est-à-dire ils ont des problèmes structurels épouvantables, leur démographie est épouvantable. Nous découvrons ceci au moment où nous sommes en train de découvrir que notre taux de natalité s'effondre. Il n'y a pas de vraie réforme structurelle en Italie. Ils ont toujours des problèmes structurels énormes. C'est vraiment pour nous remonter le moral que nous cherchons à trouver. Mais la vérité et l'explication se trouvent très largement dans la politique. Elle se trouve dans la stabilité, elle se trouve dans la continuité qui s'est établie, et elle se trouve dans le fait que la population italienne a accepté, à l'époque notamment des gouvernements Monti et Draghi, de faire des sacrifices et de se plier à des disciplines auxquelles, semble-t-il, les électeurs français restent rebelles. En matière de stabilité, il y a quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, qui lui est en poste depuis 10 ans, c'est le président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui est en plus une sorte d'élément du paysage politique. Il a été ministre à peu près toute sa vie, son père était avant lui député ou ministre, je ne me souviens plus, et il a cette étrange position qui consiste à ne pas avoir vraiment de pouvoir, mais avoir infiniment de possibilités d'action. Je vous propose que nous ne redisions pas ce qui a déjà été dit, et afin que nous gardions du temps pour notre sujet sur l'Ukraine. Et Richard Verlis, c'est à vous. Moi, je voudrais essayer de résumer, au fond,
la parenthèse enchantée que vit l'Italie avec Meloni par 4 merci qui témoignent avant tout de son pragmatisme. Et finalement, c'est peut-être ça qu'il faut retenir de Giorgia Meloni, c'est qu'elle s'est montrée éminemment pragmatique, alors qu'on l'attendait sur le terrain idéologique. Je le rappelle, moi je me souviens avoir couvert la campagne des législatives italiennes, tout le débat était autour de cette leader post-fasciste, admiratrice dans sa jeunesse de Mussolini. À l'époque, c'est plus le cas maintenant, la télévision française montrait en boucle les extraits de sa jeunesse militante, où on la voyait carrément avec des chemises brunes, et dire toute l'admiration qu'elle portait au Duce, le quartier où elle a grandi, à Rome, etc., etc. Alors d'abord, pragmatisme vis-à-vis de l'Europe. Ça, c'est quand même la grande leçon qu'il faut retenir. Elle a compris clairement qu'elle avait besoin de l'Europe. Et le miracle, entre guillemets, ou en tout cas les réussites économiques italiennes du moment sont largement dues, ça a été dit par Marc Olivier, à l'argent de l'Europe, qui a été bien utilisé. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir de l'argent, encore faut-il bien le débourser et bien l'utiliser. Ça a été le cas en Italie. Ça lui a permis notamment de se réconcilier avec Madame von der Leyen. C'était pas gagné parce que pendant la campagne électorale, Madame von der Leyen était intervenue pour avertir contre Giorgia Meloni, et les deux femmes finalement se sont réconciliées sur une base assez simple. Elles ont toutes les deux intérêt à fonctionner ensemble à un moment donné où le Parlement européen n'est pas encore dominé, mais est en tout cas largement sous pression de la droite nationale populiste européenne. Donc, premier élément du pragmatisme de Madame Meloni, c'est le pragmatisme vis-à-vis de l'Europe. Deuxième pragmatisme, c'est celui vis-à-vis des migrants, avec cette régularisation qu'elle a fait très rapidement après son arrivée au pouvoir, qu'elle a enclenché, à peu près 400 000 migrants, dont elle a compris qu'ils sont indispensables à la santé de l'économie italienne et qu'il valait mieux tout de suite dépassionner le débat en régularisant ceux qui travaillent et en s'en prenant à ceux qui ne travaillent pas, encore que, au jour d'aujourd'hui, la campagne anti-migrants en Italie n'a rien à voir avec ce qu'elle est, par exemple, aux États-Unis. On aurait pu s'attendre de la part de son gouvernement avec, je rappelle, la Ligue de M. Salvini à bord. Lui, il est ministre des Transports, mais son parti est à bord. Eh bien, elle n'a pas donné dans la traque caricaturale, brutale aux migrants, ce qui contribue aussi à la stabilité du pays, parce qu'une telle traque aurait pu créer des éléments d'instabilité dans beaucoup de villes italiennes. Pragmatisme, donc, vis-à-vis des migrants, en deuxième point. Troisième point, c'est pas du pragmatisme, là on est à la limite de l'amour et de l'affection, mais quand même, c'est vis-à-vis des États-Unis. Donc elle a réussi très vite à s'imposer, ça a été dit aussi, comme l'interlocutrice privilégiée, préférée, non seulement de Donald Trump, mais d'Elon Musk et de ceux qui sont derrière lui. Et ça a dépassionné le débat. Vous aurez remarqué qu'à aucun moment l'Italie n'est la cible de l'administration américaine qui adore s'ingérer dans les affaires des États européens, bien évidemment parce qu'il y a une connivence idéologique, mais pas seulement, parce qu'il y a le sentiment que l'Italie, qui a toujours été un pays atlantiste, de toute manière, sera et restera ce que veulent les États-Unis d'aujourd'hui, un vassal, tout simplement. Et de ce point de vue-là, je dirais, elle est la duchesse émérite. En quelque sorte, elle est le vassal parfait de M. Trump avec un visage féminin. Et enfin, un pragmatisme, je trouve qu'il faut dire, c'est vis-à-vis de la France. C'est-à-dire qu'elle a, vis-à-vis de la France, su, au moment opportun, montrer les crocs, montrer les dents. Elle a compris, et ça c'est le pragmatisme à la Meloni, elle a compris la faiblesse de la France, elle a compris que le moment était opportun pour, sur le plan européen et au-delà, démontrer à Emmanuel Macron que derrière ces mots, derrière ces embardées verbales, il n'y a pas beaucoup de résultats, et de ce fait, elle a acquis une stature politique européenne qu'elle n'avait pas au départ. Donc c'est peut-être la preuve que ce qui compte en politique aujourd'hui, c'est avant tout le pragmatisme, avant tout le souci des résultats, sur toutes les questions qu'on peut poser à propos de la réussite italienne. Je crois que ça a été dit, on ne va pas en rajouter. Moi, j'en vois une principale, c'est que la réussite économique italienne est essentiellement liée au besoin aussi d'un marché européen qui réussit à se redynamiser, et qu'il ne suffit pas d'être exportateur dans le monde aujourd'hui pour une puissance européenne, qui ne pourra de toute manière jamais être compétitive sur le plan tarifaire avec la Chine. Il faut être présente sur le marché européen, et tout l'enjeu de l'Italie, c'est va-t-elle jouer le jeu européen jusqu'au bout, parce que Madame Meloni, ne l'oublions pas, est une nationaliste forcenée. Je vous remercie, je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui du plan de paix de Trump pour l'Ukraine. Le 18 novembre,
un plan pour la paix en Ukraine, détaillé en 28 points, a sidéré les Ukrainiens et les Européens, tant cette esquisse inacceptable à leurs yeux était alignée sur les positions russes. Ce plan stipule notamment que la Crimée, annexée par la Russie en 2014, ainsi que Louhansk et Donetsk seront reconnus comme russes de facto, y compris par les États-Unis. Il évoque aussi la création d'une zone tampon démilitarisée dans la partie de l'oblast de Donetsk contrôlée par l'Ukraine, qui serait internationalement reconnue comme territoire appartenant à la Fédération de Russie, mais où les forces russes n'entreraient pas. Il y est énoncé encore que l'Ukraine devrait renoncer à son projet d'adhérer à l'OTAN et réduire à 600 000 soldats ses forces armées. Il ouvre la voie à une amnistie générale, y compris pour les crimes de guerre dont est accusé le dirigeant russe Vladimir Poutine, ainsi qu'à une levée progressive des sanctions occidentales, voire à un retour de la Russie dans le G8. Les négociations entreprises dimanche à Genève entre les conseillers à la sécurité nationale américains, ukrainiens et européens ont permis de remodeler le plan Trump et de le nettoyer de ses aspects les plus problématiques. Sur les 28 points initiaux, il n'en restait plus que 19 après la discussion. Certains paragraphes ont été tout simplement rayés, comme la suggestion de réintégrer la Russie dans le G8 ou d'offrir la possibilité pour les États-Unis d'utiliser les actifs russes gelés, majoritairement détenus dans les pays européens, afin de financer l'effort de reconstruction. Les mentions concernant directement les intérêts européens, comme les sanctions, la perspective que l'Ukraine adhère à l'Union ou qu'elle n'intègre jamais l'OTAN, ont été remises à plus tard. Ce nouveau plan en 19 points n'est pas définitif. Divers ajustements et précisions doivent encore être négociés dans les coulisses avant d'être soumis à la Russie. Mais la copie paraît désormais acceptable à la fois aux Ukrainiens, aux Américains et aux Européens. Il n'est plus question pour Kiev de renoncer au territoire conquis par la Russie, ni d'établir une zone tampon sur son sol, mais de proposer un armistice sur la ligne de front actuelle qui serait gelée. Il n'est plus envisagé de réduire par 2 la taille de l'armée ukrainienne. Beaucoup de choses justes ont été prises en compte, a déclaré Volodymyr Zelensky, en indiquant qu'il négociera lui-même avec Donald Trump les points les plus sensibles laissés de côté lors d'une rencontre dont la date est incertaine. En écho, Vladimir Poutine a déclaré jeudi que les combats cesseront quand l'armée ukrainienne quittera les territoires qu'elle occupe, c'est-à-dire les régions revendiquées par Moscou, et qu'il ne peut pas y avoir d'accord de paix, car le gouvernement ukrainien n'est pas légitime. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, Philippe vient de résumer très bien ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours. Il faut bien dire que nous sortons, parce que nous en sommes sortis avec la pause de Thanksgiving, il y a 4 jours où tout le pays est aux arrêts, non pas aux arrêts, mais à l'arrêt, pas encore aux arrêts. Nous sortons d'une séquence tout à fait catastrophique et assez cauchemardesque au cours de ces derniers jours. Le plan de paix en 28 points présenté par M. Witkoff, voulait être le parallèle du plan de paix en 21 points qui a permis à Trump d'empocher un succès d'ailleurs très temporaire à Gaza, où les choses sont loin d'être résolues. Il a voulu décalquer cette espèce d'approche. Il en a parlé à son interlocuteur régulier qui est M. Dmitriev, l'envoyé traditionnel de M. Poutine, et ils ont produit ce plan de paix en 28 points qui était pratiquement dicté par Moscou. Il y avait toutes les conditions que Moscou réclame depuis des semaines et des semaines, et il était assorti en plus d'une espèce d'ultimatum que M. Trump donnait en enjoignant aux Ukrainiens de donner leur accord avant le jour de Thanksgiving. C'est-à-dire, en fait, Thanksgiving, les Ukrainiens n'avaient pas beaucoup de remerciements à offrir. Il a fallu l'intervention conjuguée du département d'État conduit par Marco Rubio, qui est quand même le secrétaire d'État, qui a découvert pratiquement par la presse le plan de paix de M. Witkoff, des diplomates américains et aussi des Européens qui se sont précipités à Genève pour y rencontrer leurs homologues américains et leurs homologues ukrainiens. Et les choses ont été rattrapées puisque, comme Philippe vient de l'expliquer très clairement, le nouveau projet qui, cette fois-ci, est réduit à 19 points au lieu de 28, fait beaucoup plus droit à quelques-unes des préoccupations ukrainienne, encore qu'il laisse les principales tout à fait en l'air. Donc, ce que nous venons de voir était exactement
la démonstration de ce que la diplomatie de Trump peut donner de pire dans les plus mauvais moments. C'est-à-dire une improvisation complète qui n'est pas véritablement réfléchie, qui n'est pas véritablement élaborée, qui n'inclut pas les diplomates traditionnels et qui donne effectivement une espèce de cacophonie diplomatique qui a l'air de régner en ce moment à Washington. Alors ça, c'est vraiment le premier point. Mais le second qu'il faut retenir de tout cela, c'est que, bien sûr, le pire a été évité grâce à la fuite orchestrée par on ne sait pas qui, mais dont Bloomberg s'est fait l'instrument, qui a révélé, bien entendu, la conversation téléphonique entre M. Witkoff et Yuri Ushakov, mon ancien collègue russe de Washington, qui est aujourd'hui le conseiller diplomatique de M. Poutine. Et la lecture du script de cette conversation téléphonique est absolument atterrante, parce qu'on y voit M. Witkoff donner des conseils pertinents sur la façon de s'y prendre pour vendre leur projet à M. Trump. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que à travers un scénario diplomatique qui va se poursuivre parce que on est loin d'être au bout de cette négociation, si elle continue à survivre, c'est premièrement que il y a un biais outrageusement pro-russe chez M. Trump et chez son envoyé spécial, M. Witkoff. On paraphraser une phrase historique, on a un peu tendance à dire que la guerre est une chose beaucoup trop sérieuse pour être laissée à des promoteurs immobiliers, mais il y a quelques sagesses, je crois, malheureusement, dans cette phrase. Donc à chaque épisode, on voit le balancier revenir dans la direction de Moscou grâce à M. Trump et à M. Witkoff. Rappelez-vous l'accueil réservé à Zelensky au mois de mars dans le bureau ovale, par exemple. Et la deuxième chose qui fait la paire, si j'ose dire, c'est l'indifférence complète de la part de M. Trump, de la part de son entourage et de la part du vice-président aussi, d'ailleurs, que j'inclus là-dedans, l'indifférence complète des dirigeants américains aux préoccupations et aux soucis de sécurité des Français. Il n'y a véritablement aucun sens, aucune réflexion stratégique dans la position prise sur l'Ukraine par M. Trump. Il veut, au fond, il ne réfléchit pas à ce que sera l'architecture de sécurité européenne après un cessez-le-feu en Ukraine, si jamais il intervient. Il ne réfléchit pas à ces sujets-là. Il veut des résultats immédiats. Il veut, bien entendu, un cessez-le-feu. Il s'est toujours concentré sur le cessez-le-feu dont les Russes ne veulent pas qu'il intervienne avant des négociations. Lui voudrait un cessez-le-feu immédiat. Il voudrait cela et il voudrait, bien entendu, quelques résultats qui puissent lui permettre de se retourner vers ce qui l'intéresse, c'est-à-dire vers la quête du prix Nobel de la paix. Mais en réalité, ce qu'il ne veut pas comprendre, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que il n'y a pas d'accord possible dans cette négociation pour l'instant parce que M. Poutine et les Russes ne veulent pas de la paix. Ils n'en veulent pas. Ils veulent pousser leur avantage, ils veulent conquérir sur le terrain des nouveaux espaces qui leur manquent encore, ils veulent que s'effondre le gouvernement de Kiev et ils veulent en finir avec l'indépendance de l'Ukraine et avec surtout le tropisme ukrainien qui les pousse vers l'Europe et vers l'OTAN. Marc-Olivier Padis. Oui, je me suis posé 3 questions cette semaine en observant tous ces événements. D'abord, quelle est la position de la Russie sur la négociation ? Ensuite, qui a intérêt à la poursuite de la guerre ? Et troisièmement, que peuvent les Européens ? Alors d'abord, la position russe par rapport à la négociation. François y a fait allusion. Il y a quelque chose de curieux. D'habitude, habituellement, dans les négociations, on négocie d'abord un cessez-le-feu. Et une fois que les armes se sont tues, on commence des négociations pour un accord de paix. Or, les Russes présentent le contraire. Ils disent qu'il faut d'abord une négociation de paix et ensuite on verra pour le cessez-le-feu. Et donc, ça semble une position tout à fait dilatoire pour continuer à avancer sur le terrain, quoi qu'ils n'avancent pas beaucoup. Deuxième chose sur les négociations, c'est que les Russes ne cessent de dire qu'il faut négocier sur ce que les diplomates russes appellent les causes profondes du conflit. Et ce qu'ils entendent par là, c'est pas ce qu'ils ont dit pendant longtemps, l'avancée de l'OTAN, le régime nazi à Kiev, etc. En réalité, c'est l'ordre du monde depuis la fin
de l'Union soviétique, ce que Vladimir Poutine a appelé la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, et donc en réalité la souveraineté ukrainienne, ce qu'il n'arrive pas à accepter. D'ailleurs, c'est tout à fait révélateur quand il a dit, Vladimir Poutine a déjà repoussé en fait les perspectives de négociation en disant que l'Ukraine devait se retirer des territoires que l'Ukraine occupe. Alors c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'est leur pays et ils sont agressés et on leur dit qu'ils occupent militairement leur territoire. Donc évidemment, c'est une remise en cause, en fait révisionniste d'un point de vue historique, de l'ordre international qui s'est installé depuis la fin de la guerre froide. Et donc on voit bien que ça, c'est une négociation qui serait particulièrement complexe. Deuxième point, qui a intérêt à la poursuite de la guerre ? Les Ukrainiens, pas tellement, mais parce que tout ça est tout de même très douloureux et très coûteux. Mais si on leur impose quelque chose qui serait une forme de capitulation complète, c'est tout à fait inacceptable. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur les Russes, parce que cette guerre est très coûteuse quand même pour la Russie, énormément en pertes humaines, même si Poutine arrive à maintenir en fait un tabou en politique intérieure, c'est un sujet qui n'est pas abordé, mais pour combien de temps les Russes accepteront-ils ce niveau de morts et de blessés? C'est aussi un coût économique considérable à cause des sanctions, à cause de la baisse des ventes de pétrole. Mais l'économie russe s'est installée dans une économie de guerre qui stimule l'activité. Alors l'activité militaro-industrielle, bien sûr, ce qui pousse certains salaires vers le haut et ce qui maintient un certain calme social pour autant qu'on puisse le savoir. Et donc on peut penser que même si des indicateurs économiques sont quand même négatifs sur la Russie, ce serait encore plus difficile pour Poutine de sortir de cette économie de guerre, parce que ça voudrait dire une espèce de ralentissement économique et puis le retour du front d'hommes qui ont été exposés à cette guerre, qui sont blessés, traumatisés et qu'il faudra réintégrer dans la vie civile. Et puis il faudrait assumer, sinon vis-à-vis de la population à qui Poutine peut dire à peu près visiblement ce qu'il veut, mais aussi vis-à-vis des militaires, un échec militaire quand même majeur. Bon, troisièmement, pour dire rapidement, que peuvent les Européens ? Moi, je trouve qu'on dit un peu vite que les Européens ne font rien ou sont inertes. Ils ont quand même réussi, même si le plan russo-américain, disons, les a mis de côté tout en désignant ce que les Européens devraient faire. Ils se sont quand même manifestés. Et la grande question, en fait, pour les Européens, c'est savoir ce que veulent les Américains à propos de l'OTAN. Il y a des formules qui sont utilisées dans le monde diplomatico-militaire. Est-ce que les Américains veulent du burden sharing, c'est-à-dire partage de l'effort, ou du burden shifting, c'est-à-dire transmettre l'effort aux Européens? Burden sharing, ça veut dire les Européens doivent investir plus dans le militaire, augmenter les budgets, etc. Mais tout ça est très lent. Les carnets de commandes des industries militaires sont pleines, les matériels ne seront pas délivrés tout de suite et les Européens ne sont pas encore opérationnels, à part les Français et les Britanniques. Mais burden shifting, ça veut dire les Américains se retirent de l'OTAN, ils se consacrent à l'Asie et à la Chine et ils ne veulent plus entendre parler des questions européennes. Et il y a probablement un conflit à l'intérieur de l'administration Trump entre ces deux tendances, ceux qui voient bien tous les avantages que l'OTAN a apportés aux États-Unis sur le fond depuis la fin de la guerre froide, y compris en termes de vente d'armement aux armées européennes, et puis ceux qui pensent qu'il faut passer complètement à autre chose. Et donc il y a une grande incertitude en fait sur le rapport de force interne à l'administration Trump entre ces deux courants. Je crois que burden shifting peut se traduire par refiler le mistigris. Richard Verlet. On connaissait le brouillard de la guerre et maintenant on est vraiment dans le brouillard de la diplomatie. Parce que, premier point, sur la rencontre de Genève, où il semble que les Européens ont réussi à recoller les morceaux et à repousser le plan 28 points initié par Witkoff, avec l'aide sans doute du département américain, du département d'État et de M. Rubio. Néanmoins, moi j'ai entendu beaucoup de choses différentes sur cette rencontre de Genève, notamment le fait que les Européens ont été cantonnés à la fois dans un hôtel et dans une pièce qui n'était pas celle des Américains et des Ukrainiens. Ça ressemble quand même fort à un strapontin. Peut-être que François Bujon pourra nous apporter des éléments complémentaires, mais on voit bien que les Européens n'arrivent pas
n'arrivent pas à être dans la pièce principale. Ils tapent à la porte, ils mettent le pied dans la porte, mais ils ne sont toujours pas à la table et les Américains ne les y invitent pas, ce qui est quand même un problème très sérieux quand on veut être partie prenante, parce que c'est le cas, les Européens veulent être partie prenante de l'accord final qui pourrait intervenir sur l'Ukraine. Les Américains ne le souhaitent pas, tout comme les Russes. Donc ça, c'est un point, je veux dire, ce brouillard de la diplomatie, méfions-nous, parce que quand il commence à se dissiper, certes, on arrive à reculer l'échéance, mais on n'est toujours pas à la table. Et 3 éléments que je voudrais rajouter. D'abord, aucune illusion à avoir. Les coups de bélier, les coups de boutoir que Donald Trump continuera de porter aux Européens et à l'Ukraine, ça va continuer. Il n'a qu'un objectif, c'est un deal avec la Russie. C'est tout. Il n'a qu'un objectif. Et Witkoff, de ce point de vue-là, aussi caricatural soit-il dans ses méthodes, il est l'expression de la volonté de son patron qui veut un deal avec son ami Vladimir. Il le voulait à Anchorage, ça n'a pas marché parce que Vladimir lui a joué un mauvais tour. Il le veut toujours et il va continuer dans cette direction. Donc ne nous leurrons pas, je ne vois pas dans ce qui s'est passé ces derniers jours, malheureusement, de tournant américain. C'est simplement qu'à chaque fois, la machine cale, mais Trump repart à l'assaut. Deuxième élément que je crois important, évidemment, la détermination de Vladimir Poutine à obtenir ses objectifs de guerre, c'est-à-dire le contrôle des provinces ukrainiennes, dont je rappelle qu'elles ont déjà été annexées par le Parlement russe. Donc, pour Vladimir Poutine, qui s'exprime d'ailleurs en tant que tel, ce sont des territoires russes occupés par l'Ukraine. Il a complètement renversé la donne. D'ailleurs, il l'a dit dans une déclaration récente. Il ne cédera pas là-dessus, c'est évident. Et pour l'instant, la poussée militaire à un coût exorbitant du point de vue humain, elle est quand même à son avantage et elle fragilise la position de l'Ukraine. Et enfin, en ce qui concerne les Européens, moi, ce qui m'inquiète vraiment, outre le fait qu'on n'est toujours pas à la table, invité à la table par M. Trump, c'est qu'on va devoir payer. Et y a-t-il un moment où finalement on va craquer nous aussi? C'est-à-dire que pour l'instant on doit payer M. Trump, d'ailleurs dans les 28 points, il était une partie des actifs, les fameux actifs gelés, actifs russes gelés, devaient lui revenir, carrément, donc c'était OPA sur une partie des actifs russes gelés. On va devoir payer Trump toujours davantage, on va devoir payer l'Ukraine toujours davantage parce qu'il faut bien soutenir ce pays et on va devoir en payer un prix économique toujours le plus élevé. Et je finis par me demander si la vraie politique de Trump, c'est pas de nous épuiser budgétairement, de faire en sorte qu'à un moment donné, les Européens ne puissent plus soutenir l'Ukraine, et à ce moment-là, il obtiendra ce qu'il veut. Nicolas Bavrez. Ce plan n'est peut-être pas un tournant, mais le moment où il est sorti est intéressant parce que c'est un moment de grand affaiblissement de Volodymyr Zelensky, une pression, il n'y a pas d'écroulement militaire, mais il y a une pression russe, des avancées très coûteuses et limitées, mais réelles, sur le front militaire. Et puis, évidemment, le président ukrainien a été très affaibli par le scandale de corruption qui a touché son entourage immédiat. Donc, dans ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais qui a le mérite de la clarté, ce plan, c'est 2 choses. D'abord, c'est un plan qui est un plan russe repris intégralement par, en tout cas, l'équipe Trump. Et ce plan russe, c'est le retour de l'Empire soviétique avec la souveraineté limitée de Brejnev. Il y a non seulement les prises de gages territoriaux, mais il y a la volonté de faire de l'Ukraine une autre Biélorussie. Et du côté, et par ailleurs, ce qui est proposé est quand même extravagant, puisque c'est des conditions qui sont encore plus dures que celles que Hitler a imposées à la France à Rotonde en 1940, sauf que l'Ukraine n'a pas perdu, alors que la France était totalement naufragée en 1940. Alors, quand on regarde, c'est vraiment une forme de Munich parce qu'on a bien le déshonneur et la guerre. C'est-à-dire qu'il est clair que si on doit appliquer quelque chose de cet ordre, ça veut dire que l'Ukraine devient une nouvelle Biélorussie et que derrière, des futures agressions de la Russie sur l'OTAN sont inévitables. Il y a un drame pour l'Europe parce qu'effectivement, il n'y a qu'un affaiblissement considérable à la fois de l'architecture de sécurité et surtout, j'y reviendrai, il n'y a plus d'alliance atlantique. Et comme on l'a dit,
ce qui était extravagant, c'est que Trump mettait la main sur 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés, pour une partie 100 milliards pour du fonds russo-ukrainien dont il est censé récupérer la moitié, et 200 milliards pour des investissements américano-russes. Et en plus, l'Europe devait payer 100 milliards supplémentaires. Donc, on est c'est du grand banditisme, pour le rappeler en un mot. Donc, ça a été un peu corrigé. Dans ce qui a été corrigé, je voudrais quand même rappeler une chose intéressante qu'on n'a pas citée, c'est que dans ceux qui ont fait, qu'on est passé de ces 28 points aux 19, et qui ont par ailleurs fait la publicité de cet fameux entretien avec les deux conseillers de Trump et de Poutine, qui montrent que côté Trump, ils sont dans l'emprise complète, il y a les sénateurs républicains. Et donc là, il se passe quand même quelque chose au Congrès, avec un début de prise de conscience que Trump est en train de saper la puissance et les intérêts des États-Unis. Et qu'il faut dire les choses, l'administration Trump, c'est la plus grande traîtrise contre l'esprit et la puissance des États-Unis depuis leur fondation. Alors, les scénarios maintenant pour aller vite. Premier scénario favorable, c'est que les républicains, j'allais dire raisonnables, commencent à reprendre un peu de poids et qu'on revient à la seule manière de faire la paix en Ukraine, c'est-à-dire une politique d'extrême fermeté vis-à-vis de Poutine, qui, d'un point de vue stratégique, c'est en réalité un désastre quand on voit le coût payé par rapport aux gains militaires. Et par ailleurs, son économie commence quand même à sérieusement être secouée. La deuxième chose, malheureusement, la continuité de ce qui s'est passé, même avec les 19 points, c'est que Poutine continue à avoir l'avantage puisque il est soutenu par l'administration Trump et qu'effectivement, Ukraine et Europe prises en étau là-dedans, si ça doit continuer comme ça, on connaît l'issue. Et de même que le pseudo-plan de paix pour Gaza, c'est en réalité de donner les clés du Moyen-Orient à Netanyahou. En réalité, les pseudo-plans de paix de Trump pour l'Ukraine, ça revient à donner les clés non seulement de l'Ukraine, mais de la sécurité de l'Europe à Vladimir Poutine. Et puis, un levier qui est très inquiétant, c'est aussi le désengagement, qui est implicite, mais le désengagement des États-Unis du continent. Et là-dessus, je voudrais vous livrer le point 4 du plan qui est extravagant, puisqu'on dit que les discussions se dérouleront entre l'OTAN et la Russie sous la médiation des États-Unis. Ouais, donc, pour revenir à ce qui était dit, c'est que les États-Unis se pensent maintenant comme extérieurs à l'OTAN et comme une tierce partie, donc comme si l'OTAN était une organisation purement européenne. Et donc, je pense que pour les Européens, la leçon est parfaitement claire, c'est que aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus un allié, un protecteur, ce sont des ennemis et un risque majeur. Et donc, il faut réarmer très très vite et d'une manière massive pour pouvoir, parce qu'on doit effectivement européaniser l'OTAN et en faire une arme de dissuasion contre la Russie et la menace existentielle qu'elle représente aujourd'hui pour l'Europe et nos démocraties. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en citant Victor Hugo. Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Eh bien, au début de l'après-Jésus-Christ, entre 101 et 103, si je ne me trompe, les Romains menaient, et l'empereur Trajan menait contre les Daces, c'est-à-dire contre les Roumains, une guerre que Raphaël Dohan, que nous avions reçu ici, entre autres pour son livre son Uchronie, quand Rome si Rome n'avait pas chuté, dans laquelle il avait en image, grâce à l'intelligence artificielle, montré ce qui se serait passé si l'invention de la machine à vapeur au 1er siècle avait pu marcher et elle n'était pas passée loin. Et bien là, avec une autre mode d'intelligence artificielle, il retrace, et je lui donne la parole, la colonne de Trajan, dit-il, est l'une de nos meilleures sources sur l'armée romaine. C'est une spirale de relief représentant les guerres daces, autrement dit les guerres roumaines,
au IIe siècle après Jésus-Christ, mêlant un réalisme presque documentaire à des éléments stylisés et symboliques. J'ai pensé, dit Raphaël Dohan, que ce serait amusant de passer chaque scène dans le dernier modèle d'image de Google et de voir à quoi auraient ressemblé les campagnes d'As prises en photographie entre 101 et 106 après Jésus-Christ. Il a créé pour cela un petit site qui est Trajan Column, donc colonne en anglais, en un seul mot, trajancolumn.com, et je me suis précipité sur ce site, et en effet, on voit des tas de choses qui sont très amusantes, et surtout, je dirais que par effet rétroactif, on voit à quel point la colonne de Trajan est une source documentaire absolument remarquable. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander la lecture d'un essai qui s'appelle « La dissolution de la Ve République », qui vient de paraître aux éditions Les Petits Matins, par Olivier Beau et Denis Baranger, qui sont deux professeurs de droit public et qui animent aussi tous les deux la revue en ligne Ius Politicum, que je recommande vivement pour toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de droit public et constitutionnel. Et donc cet essai consiste à réfléchir sur les causes de la dissolution du 9 juin 2024 et ses conséquences. Et c'est un essai de professeurs de droit, donc il n'y a pas de révélation à attendre sur la manière dont la décision s'est prise à l'Élysée, mais c'est une réflexion institutionnelle très importante qui montre à quel point l'incompréhension des fondamentaux de la Ve République parcourt à la fois l'Élysée et le Palais Bourbon, puisque tout le monde fait comme si on était dans un régime présidentiel, alors qu'on est en réalité dans un régime parlementaire, et plus que jamais quand il n'y a pas de majorité concordante entre l'Assemblée nationale et le président de la République. Et donc c'est une réflexion sur ce que signifie cette incapacité à prendre en compte le fait qu'en réalité la Ve République est quand même un régime parlementaire et que tout le monde devrait en tirer les conséquences, et les députés en premier. Et donc c'est une très belle leçon de droit et de politique. Richard Verlet. Eh bien, ce sera un film que je recommanderai. Il a peut-être déjà été cité dans cette émission. C'est L'inconnu de la Grande Arche, donc avec le portrait de cet architecte danois qui est à l'origine du cube, puisque c'est ainsi qu'il l'appelait. J'ai trouvé ce film d'abord tout à fait intéressant, très bien joué, et qui montre ce choc des cultures à la fois architecturales, mais surtout bureaucratiques, entre le Danemark incarné par l'architecte et tous les comités français. Mais j'ai surtout trouvé très intéressant le portrait de l'architecte Paul Andreu, enfin le jeu du comédien de l'architecte Paul Andreu. Moi, je ne suis pas féru d'architecture, je ne connais pas l'œuvre de Paul Andreu, si ce n'est l'aérogare, enfin le Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle, et je dois dire que ce sont quand même des réalisations qui, aujourd'hui, mais c'est facile à dire, l'épreuve du temps est terrible, me semble avoir terriblement mal vieilli. Et donc, Paul Andreu, qui a été l'homme qui a permis l'achèvement de l'Arche, est à la fois peut-être un génie tout court, mais aussi un mauvais génie. C'était un homme très remarquable. Paul Andreu, j'invite tout le monde à regarder son œuvre. Marc-Olivier ? Oui, je voulais recommander aussi ce film que j'ai vu avec beaucoup de plaisir, et j'ajoute simplement qu'il est tiré de l'essai de Laurence Cosset, La Grande Arche, qui est un livre absolument remarquable sur ce projet. Le livre est beaucoup plus que le film, une réflexion aussi sur la haute fonction publique française et les grands projets architecturaux de François Mitterrand. On a toujours intérêt à lire Laurence Cosset. Exactement. Nicolas Bavrez. Pour prolonger les portraits croisés entre les destins de la France et l'Italie, je recommande la lecture du livre de Franz-Olivier Gisbert, Voyage dans la France d'avant, parce que finalement, après son histoire de la Ve République, c'est une méditation sur effectivement comment est-ce qu'on a pu naufrager un pays qui a autant d'atouts et comment, en 2 générations, on a ruiné toute la reconstruction qui avait été faite pendant l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc on a à la fois ces atouts, ce naufrage, et puis le fait d'aller puiser un peu dans l'histoire longue de la France depuis la Révolution française, l'explication de ce destin et de ses hauts et de ses bas vertigineux. Et puis pour quand même reprendre un peu dans un moment qui est quand même bien lourd, pesant et triste pour notre pays,
Je recommande d'aller voir l'école de danse à la Comédie Française de Goldoni, avec une mise en scène de Clément Hervieux-Léger et un Denis Podalides au mieux de sa forme, qui campe Monsieur Rigadon, maître de danse. C'est un très beau moment de théâtre et qui est à la fois léger et profond. On voit qu'à l'époque, déjà, les responsables artistiques s'intéressaient beaucoup à la partie charnelle de leurs élèves. C'était déjà c'est tout à fait pré-MeToo. Et oui, c'est pré-MeToo et en même temps, on voit bien que le caractère de Macro pourrait tout à fait leur convenir. François Bujon de l'Étang. Moi, je vais rester très proche de notre sujet russo-ukrainien de tout à l'heure en recommandant la lecture du livre de notre ambassadeur à Moscou, Pierre Lévy, qui vient de publier un livre. Il est resté notre ambassadeur là-bas de 2020 à 2025. Il a vécu le déclenchement de la guerre et le durcissement de la relation franco-russe. Le livre de Pierre Lévy qui s'appelle « Au cœur de la Russie en guerre » chez Talandier. C'est un livre extrêmement intéressant par son actualité, par l'acuité de jugement et par les sentiments qu'exprime Pierre Lévy. Pierre Lévy est un russophone qui a été ambassadeur à Prague et à Varsovie avant de devenir ambassadeur à Moscou. Il a assisté au début de la guerre, au durcissement, et plutôt que d'écrire des mémoires, des énièmes mémoires d'ambassadeurs, comme ont trop tendance à le faire tous ceux de mes collègues qui quittent leur bureau et leurs fonctions, il se concentre sur une espèce de tableau de la Russie en guerre aujourd'hui. Et c'est extrêmement intéressant et extrêmement vivant, parce qu'on voit à quel point Poutine, avec cette agression caractérisée contre un pays dont il conteste la légitimité, a réussi à reprendre en main totalement son pays par un mélange de révisionnisme historique, actif, de méthodes parfaitement brutales et autoritaires qui sont dans la grande tradition russe, et aussi d'un discours patriotique qui finalement plaît à une grande partie de la population russe. Car si on parle toujours de ceux qui sont partis à l'étranger ou qui sont plus ou moins dissidents, on ne parle guère de tous ceux qui, au fond, font le dos rond, attendent et restent groupés finalement sous l'autorité du tsar. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium. Je remercie Nicolas Tourneau qui veille à notre site. Je remercie Olivier Magloire qui veille à tout ce qui touche aux plateformes de financement. Je remercie Thibaut Delage qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville qui, avec Nouvelles Écoutes, produit cette émission. Rendez-vous mercredi pour le dernier épisode de mes conversations avec François Aimé, commissaire général du Festival du film historique, et dimanche prochain à l'École alsacienne en public pour un nouvel esprit public.